Rebonjour, nous revoici pour la partie 2 de cette table ronde 9, l'IA, une solution pour les maladies rares. Alors aujourd'hui, désormais, on se retrouve avec 3 nouveaux intervenants que je vais vous présenter les uns à la suite des autres. Nous allons introduire tout d'abord et accueillir chaleureusement Monsieur Vincent Lafont. Alors Vincent, vous avez un parcours qui est très long, très orienté sur la FinTech, l'Infotech, la data, l'innovation. Vous avez créé l'Agence régionale d'innovation et développement économique. Vous avez également travaillé en tant qu'incubateur de start-up. Et aujourd'hui, vous venez nous parler en tant que cofondateur de la société Insilience. Vincent, c'est à vous. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette présentation bien sympathique. Vous m'avez demandé d'aborder un sujet qui est celui de l'intelligence artificielle appliquée à la recherche pharmaceutique. Et je voudrais d'abord aborder des enjeux essentiels. 10 000 maladies menacent l'espèce humaine. On en traite 3 000. 7 000 sont donc en attente de traitement, dont évidemment une très grande majorité de maladies rares. Pour trouver ces traitements, il y a à peu près dans le monde 30 000 organisations qui travaillent, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés biotech, plus ou moins start-up, leurs partenaires, qu'on appelle des CRO, des associations de patients, des fondations médicales. Et chaque année, ce système-là investit environ 170 milliards d'euros dans la recherche pharmaceutique. Et chaque année, on découvre 50 traitements, en moyenne. Ce qui signifie que quand on intègre les projets en échec, il faut environ investir 3 milliards d'euros pour découvrir un nouveau traitement qui sera agréé par les autorités de santé. On s'aperçoit donc qu'il y a évidemment de très grandes marges de manœuvre pour rendre la recherche et le développement plus fertile, plus productive, certains diront. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, plus de budget, et chaque milliard, chaque million, chaque millier, chaque euro est nécessaire pour faire avancer la recherche pharmaceutique. Mais il y a d'autres leviers de progrès, des changements, par exemple, dans les stratégies de recherche, dans les stratégies scientifiques, dans les plateformes technologiques. On l'a vu avec la renaissance de l'ARN messager lorsqu'il s'est agi de trouver des vaccins contre la Covid-19. On peut multiplier les projets translationnels, c'est-à-dire des projets qui unissent des acteurs privés et publics, fondations médicales, associations de patients, CHU, laboratoires pharmaceutiques, biotech. On peut accélérer les processus administratifs et scientifiques d'agrément. On peut améliorer le leadership et le management des équipes pour pas simplement chercher à valoriser les données, mais à valoriser les hommes et les femmes dans la diversité de leur métier. Et on peut traiter mieux les données de santé. Le système de la santé a une particularité, c'est celui qui procure le plus grand nombre de données disponibles en stock et en flux. En stock, par exemple, je vais livrer simplement 2-3 chiffres, un CHU régional de province a environ 12 millions de documents de santé qui portent sur environ 2,5 millions de patients. La PHP à Paris, c'est environ 13 millions de patients qui ont donné naissance à environ 60 millions de documents. Il faut donc les traiter. Si vous prenez une base de données qui regroupe de la littérature scientifique, comme PubMed, que tous les acteurs du système connaissent, c'est 25 millions de documents. Il faut donc dépasser la simple activité humaine pour utiliser des solutions informatiques pour traiter ces données qui sont de nature diverse, qui peuvent être des données structurées, des chiffres, des examens biologiques, des actes médicaux codifiés, ou qui peuvent être non structurées comme des textes, des images. Et je pourrais parler également de l'analyse des bruits, par exemple dans les échographies, ou évidemment d'images, comme on a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Et l'intelligence artificielle, cela a été très bien dit par ma voisine, c'est une solution de plus en plus utilisée, qui un jour sera banale,
dans lequel on prend des sortes de super logiciels qui peuvent traiter des très grands volumes de données, des données de différentes natures, avec, par rapport à un logiciel traditionnel, un peu plus de compétences en expertise mathématique, en probabilité et en statistique. Je me suis engagé vis-à-vis de vous parler d'un projet que la société Insilience a fait avec une société biotech cotée, une société française, et le laboratoire IRISA, l'équipe d'ILIS de l'université de Rennes 1, et qui consistait à répondre, dans les meilleurs délais, à la question que posait cette société biotech. Comment peut-on trouver rapidement un médicament à repositionner, c'est-à-dire un médicament déjà autorisé, pour traiter une maladie rare, en l'occurrence une maladie du système nerveux central, une maladie dite monogénique, c'est-à-dire qui est liée à la défaillance d'un gène qui n'active pas une fonction cellulaire. Ce laboratoire nous a donné une liste de données publiques, donc facile à obtenir, une liste de 2800 molécules agréées. Et nous sommes allés chercher dans cette base de données PubMed 25 millions de documents, à peu près 5 millions d'articles scientifiques complets et 20 millions de résumés, voir si ces molécules activaient cette fonction d'après les travaux de ces chercheurs. Il nous a fallu à peu près une nuit de travail avec un supercalculateur de l'UNRIA pour faire cette recherche sur ces deux bases de données, pour sortir ce qui était intéressant. Ils sont sortis 40 000 documents. Évidemment, personne ne va les lire. 40 000 documents scientifiques, c'est 3 ans à temps plein de travail d'un biologiste ou d'un médecin. Et des gens qui sont quand même un peu prêts à s'abrutir parce que c'est de la lecture toute la journée. Et c'est donc inconcevable alors qu'on est tous au travail multitâche. Cette extraction s'est faite avec des solutions d'informatique traditionnelle qu'on appelle la recherche de co-occurrence de mots. Et il a fallu ensuite développer 2 algorithmes d'intelligence artificielle. Un qui est allé comprendre le sens des phrases qui avaient été sélectionnées. Par exemple, cette molécule active cette fonction, cette molécule n'active pas cette fonction, cette molécule inhibe cette fonction, cette molécule n'inhibe pas cette fonction. Et des fois, des doubles négatifs. À ce stade de la recherche, on ne peut pas dire qu'elle n'inhibe pas ou qu'elle n'active pas, etc. Et nous avons fait un deuxième algorithme pour classer les molécules en fonction des résultats. Évidemment, si sur 10 articles, une molécule est considérée comme 9 fois activant ou 1 fois inhibant, on peut penser qu'au final, elle active. Mais quand vous travaillez sur 40 300 documents, vous devez faire une recherche à partir de technologies qu'on appelle le NLP chez nos amis anglo-saxons, le Natural Language Processing, ou du traitement automatique du langage dans le Lot de ma naissance et en France. Bon. Et après ce travail-là, on est arrivé à peu près 331 molécules qui pouvaient être sélectionnées. On a poursuivi avec les biologistes le travail. On a voulu valider, et on a réussi à valider, que ces molécules pouvaient traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire pouvaient directement avoir un effet sur le cerveau. Et on est arrivé à 33 molécules présélectionnées. Les biologistes ont repris à 100% le leadership du projet, qu'ils n'avaient jamais perdu du reste, je reviendrai peut-être là-dessus. Et après une phase que l'on dit in vitro, après qu'ils aient fait l'acquisition des 33 molécules et qu'ils faisaient des tests in vitro, on a réussi à estimer qu'il y avait 6 molécules d'intérêt. Un processus de cette nature, évidemment, a pris plusieurs semaines parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Si on avait à le refaire dans les mêmes conditions, c'est 1 semaine de travail, ça vaut 10 000 €. Ça veut dire que l'intelligence artificielle a des résultats immédiats, avec des budgets accessibles pour beaucoup d'acteurs. Et je terminerai par 1 ou 2 éléments ou 3
qui concernent leurs facteurs clés de succès. La première chose, c'est que l'IA sans l'espèce humaine, c'est complètement idiot. Il faut donc que, particulièrement dans le domaine de la santé, ce qui change un peu du monde de la banque, de l'assurance, où là, vous avez beaucoup de données structurées qui fait que tout le monde sait de quoi il s'agit. Dans le monde de la santé, vous avez besoin, sur tout le processus, de médecins, de biologistes pour valider les données, valider les algorithmes et valider les résultats, leur donner du sens, rapprocher à d'autres natures d'informations disponibles. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est que l'IA, c'est un outil, ma voisine l'a déjà dit, c'est un outil qui va être de plus en plus simple, qui peut être approprié assez facilement par des médecins, des biologistes, mais aussi des bioinformaticiens, des informaticiens et des data scientists. C'est-à-dire que le cœur du facteur clé de succès d'un projet d'IA, c'est la multidisciplinarité. Il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Ils peuvent. Une fois qu'on met de côté les statuts, les appartenances et que les égos s'engagent en faveur du même projet et de la belle cause qui est celle de la recherche pharmaceutique, ça marche. Mais si j'ai des questions, je reviendrai après. Merci beaucoup, Vincent. Nous allons maintenant donner la parole à Étienne van der Els. Étienne, vous êtes passionné de santé, d'innovation et d'information. Et depuis 2006, vous travaillez chez Sanofi, vous vous occupez de programmes digitaux avec des fonctions qui sont relativement multiples, que ce soit sur de la partie IT, digital, avec un objectif de mettre à disposition des solutions digitales numériques pour répondre aux besoins des patients. Merci Olivier. Je suis très heureux de venir vous présenter la démarche UNIR, dont l'objectif est de contribuer à réduire l'errance diagnostique dans les maladies rares. Alors, réduire l'errance dans les maladies rares, c'est un challenge superbe, complexe et transverse. Et pour réussir, il est indispensable de fédérer tout l'écosystème de santé français. D'abord, pour être sûr qu'on est tous d'accord sur les vrais problèmes à résoudre. Et ensuite, pour trouver des solutions sur lesquelles on est tous convaincus, qui vont répondre aux besoins des médecins et des patients. On sait tous que dans l'innovation, on a beaucoup d'échecs. Alors si déjà on travaille sur des solutions sur lesquelles on n'est pas tous convaincus, on est mal parti. Et donc c'est pour ça qu'en 2018, on a lancé une démarche d'innovation ouverte qui a rassemblé des associations de patients, des médecins, des CHU et des experts pour s'attaquer à ce challenge. Ensemble, d'abord, on a cartographié le parcours d'un patient à partir de l'apparition des premiers symptômes jusqu'au diagnostic. Et ensuite, on a identifié 13 problèmes majeurs sur ce parcours et identifié et proposé 14 solutions concrètes pour les résoudre. Alors, je ne vais pas les reprendre toutes dans le détail. Elles ont fait l'objet d'un livre blanc que vous pouvez trouver sur le web. Et je voudrais maintenant, aujourd'hui, vous présenter plus en détail une de ces 14 solutions sur laquelle nous travaillons depuis 3 ans maintenant. Alors, on a choisi une IA pour aider les médecins de ville à suspecter plus tôt une maladie rare. Alors, pourquoi le choix délibéré d'une solution pour les médecins de ville ? D'abord, on sait qu'il y a un patient sur 20 est atteint d'une maladie rare, que 80% de l'odyssée d'un patient a lieu dans le réseau primaire de soins, jusqu'à ce qu'un médecin ait une suspicion, et qu'aujourd'hui, il y a 7000 maladies rares, et que c'est une mission impossible pour un médecin d'être affûté sur toutes ces maladies, d'autant plus qu'il ne les rencontre pas toutes dans son quotidien. Et c'est là où, pour nous, une IA prend tout son sens pour être une intelligence augmentée pour venir aider le médecin à envisager des hypothèses médicales qu'il n'aurait pas pu penser tout seul. Alors concrètement, quelle est cette solution ? Il s'agit d'un outil qui alerte le médecin en cas de suspicion d'une maladie rare et donc qui lève un drapeau rouge, nom qui a été donné par ce collectif à ce projet. Donc concrètement, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un algorithme qui analyse les symptômes du patient sur plusieurs visites et en cas de suspicion, lève une alerte. Alors ça paraît simple sur un slide, c'est un projet ambitieux, complexe, et donc pour le mener à bien, on a choisi la stratégie des petits pas. D'abord, est-ce qu'il est possible d'avoir un algorithme fiable pour suspecter une maladie rare ?
Et est-ce que, quand on va pousser une alerte, ça intéresse le médecin de ville? Ensuite, si ça marche, avoir un algorithme fiable et unique pour suspecter les 7000 maladies rares. Et là encore, si on arrive à avoir un algorithme fiable et unique, envisager de l'intégrer dans des logiciels de cabinet de gestion médicale. Alors, la première étape, nous l'avons implémentée en 2019 pour suspecter la maladie de Gaucher. C'est un algorithme qu'on a développé avec le logiciel MedExact et qui lève une alerte que vous voyez à l'écran en cas d'une combinaison de symptômes qui fait penser à une maladie de Gaucher. Et on invite le médecin de ville soit à consulter le détail de cette maladie sur Orphanet, soit à consulter la liste des centres experts. On a expérimenté cet algorithme durant 18 mois via les 25 000 praticiens qui utilisent ce logiciel. Et donc ça nous a permis de confirmer deux de nos hypothèses. D'abord, on peut avoir un algorithme fiable pour suspecter la maladie de Gaucher en l'occurrence. Ça a permis de suspecter 2 nouveaux patients. Et oui, les médecins de ville ont de l'intérêt à recevoir ce genre de notification. On l'a vu via les call to action sur les 2 liens de la pop-up. Donc depuis 2 ans, on travaille maintenant sur l'implémentation d'un algorithme unique pour suspecter les 7000 maladies rares. Donc de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit d'un outil de prédiagnostic qui est 100% dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, il va rechercher parmi les 270 maladies rares pour lesquelles un traitement existe, dans l'objectif de confirmer sa valeur. Et naturellement, ensuite, on l'enrichira de manière régulière jusqu'à ce qu'il puisse diagnostiquer toutes les maladies rares. C'est un système qui fonctionne à partir de l'analyse des symptômes décrits par le patient avec ses propres mots. Et par rapport aux questions de données et de sécurité des données, le questionnaire il est 100% anonyme et sécurisé. Aucune donnée n'est enregistrée à la fin d'une session pour éviter tout problème lié à cette inquiétude potentielle. Naturellement, il est certifié dispositif médical et il sera disponible dans un premier temps en 2 langues, anglais et français. Et naturellement, il sera traduit dans d'autres langues en fonction du plan de déploiement en Europe et dans le monde en cas de succès. Notre objectif est que le médecin de ville puisse avoir un prédiagnostic, une aide à la suspicion en moins de 4 minutes. Libre à lui de jouer ce prédiagnostic avec le patient directement en consultation ou hors consultation. Pour nous, notre ambition, c'est qu'en moins de 3 minutes, il puisse avoir 3 livrables clés. D'abord, la confirmation d'une suspicion ou non d'une maladie rare pour son patient. Et si une suspicion est confirmée, d'avoir toutes les informations détaillées sur cette maladie pour mieux l'appréhender et les coordonnées des centres experts les plus proches de son patient s'il décide de l'orienter là-bas. Alors concrètement, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de prédiagnostic qui est basé sur les symptômes décrits par le patient. Donc le médecin est invité à compléter dans un premier temps tous les symptômes décrits par son patient aujourd'hui, mais aussi sur les années précédentes. On sait bien qu'il y a de l'errance. Et une des forces de l'outil, c'est qu'il repose sur un lexique de plus de 13 000 mots et expressions pour décrire tous les symptômes. Et c'est alors que l'IA entre en action. D'abord, il va balayer toutes les maladies rares qu'il connaît, qui présentent un ou plusieurs symptômes par rapport aux symptômes qui ont été entrés par le médecin. Et ça va lui faire une première ensemble de suspicions potentielles. Et ensuite, l'algorithme va essayer de chercher à affiner les hypothèses. Et donc pour ça, il va sortir pour chacune des hypothèses des symptômes différenciants, les unes par rapport aux autres, et va poser des questions au médecin. Est-ce que votre patient présente ce symptôme? Vous ne me l'avez peut-être pas dit, mais peut-être qu'il le présente aujourd'hui ou il y a quelques années. Et ainsi, de question en question, va permettre de confirmer des hypothèses ou d'en exclure d'autres. Et on réitère l'opération. Pour chaque symptôme décrit, on va essayer d'en savoir un peu plus. Vous avez dit douleur abdominale, mais est-ce que c'est surtout le ventre? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Et vous comprenez bien qu'en fonction de la réponse, on va pouvoir confirmer des hypothèses et réduire la suspicion d'autres. Et c'est ainsi que de question en question, l'IA va affiner son diagnostic jusqu'à la présentation des résultats. Alors naturellement, il peut ne pas y avoir de suspicion. Et s'il y a une suspicion, il les présente à l'écran. Un des enjeux très forts de ce genre d'IA, c'est justement la fiabilité de l'algorithme.
car l'objectif est d'apporter une alerte à bon escient au médecin de ville et il ne faut surtout pas lui créer du bruit pour rien. Donc c'est nous l'enjeu par rapport à ça est qu'on ait un algorithme qui ait une fiabilité de plus de 80% dès son lancement. Et pour chaque suspicion, l'objectif est de donner toutes les informations utiles au médecin pour l'aider à prendre sa décision. Donc, on lui donne la fiche détaillée et complète de la maladie, avec un résumé, les symptômes, les données épidémiologiques, les données cliniques, etc. Et on lui donne aussi la possibilité de pouvoir trouver tous les centres experts le plus proches en fonction de la maladie trouvée et du code postal de son patient. Donc, on a trois dates clés qu'on vous propose de retenir. La première, c'est que l'outil sera prêt à être expérimenté à la fin du premier trimestre 2022. Donc, tous les médecins de ville qui veulent le tester en avant-première avec nous sont les bienvenus pour entrer dans l'aventure et nous donner tout leur feedback. Ensuite, l'objectif, va être de confirmer la fiabilité de l'algorithme. Et donc, on va faire une étude clinique avec les centres experts en France pendant 6 mois. Donc concrètement, on va rejouer des cas patients qui ont été diagnostiqués par un centre expert et on va s'assurer que notre outil effectue le bon prédiagnostic, ce qui permettra d'envisager une mise à disposition de cet outil pour les médecins sur le web au 4e trimestre de l'année prochaine. Et pour reprendre l'idée du collectif UNIR, l'idée ensuite, ça sera justement d'intégrer cet algorithme dans un ou plusieurs logiciels de médecins, qui permettra là d'apporter directement la culture du doute auprès du médecin et on l'espère contribuer avec d'autres outils à réduire l'errance diagnostique dans les maladies rares. Voilà Olivier. Merci beaucoup Étienne pour la présentation de cette solution qui ouvre à beaucoup d'espoir. On va maintenant passer à notre dernier intervenant, Rémi Choquet. Alors Rémi Choquet, vous êtes directeur du Centre de données et d'évidence médicale au sein de Roche. Vous avez également un très long parcours dans les maladies rares et dans la data, puisqu'avant de rejoindre Roche, vous avez été directeur de la Banque nationale de données maladies rares. Vous avez également travaillé à la codification des maladies rares auprès d'Orphanet. Vous faites partie du conseil scientifique du Health Data Hub. Et aujourd'hui, votre objectif, c'est la mise à disposition de données pour accompagner l'arrivée et l'évaluation des solutions innovantes proposées par Roche pour la France. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ravi d'être là parmi vous. Alors, vous avez compris, je suis un passionné de la data et de la technologie et surtout des applications concrètes qui peuvent changer, en fin de compte, la vie des uns et des autres. Alors, les données peuvent servir au système de santé, aux patients, aux industriels, aider à fabriquer des solutions et à les évaluer. Alors nous, dans notre travail de tous les jours, puisque chez Roche, on a un pipeline fourni de solutions thérapeutiques, mais aussi diagnostiques côté Roche Diagnostic, qui doivent être évaluées au regard de ce qu'elles vont permettre de transformer, l'efficacité qui a été mesurée dans les essais cliniques et qu'on doit retrouver en population générale en France. On a un pipeline qui est assez fourni, dont des pathologies autour des maladies rares. Et autant dans les essais cliniques, et c'est un peu ce que je vais vous raconter, autant dans les essais cliniques, au moment où on évalue, au moment où ces nouvelles thérapeutiques arrivent sur le marché français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à des données à ces moments-là. On peut avoir accès à des données assez profondes, des données qui permettent de bien caractériser les patients, la biologie, les types de tumeurs, si on est dans le cancer, dans le lymphome par exemple, ou si on est dans d'autres types de pathologies rares ou moins rares, de l'œil, des mesures d'imagerie médicale qu'on peut faire. Et quand on fait ces mesures-là, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'on a accès à ces données-là, on essaye, et c'est ça peut-être la complémentarité qu'on peut avoir en termes de stratégie entre le développement d'une thérapeutique. On sait que quand une nouvelle thérapie va arriver, on aura besoin des outils diagnostiques et on aura besoin que, par exemple, les anatomopathologies, si je prends le cancer du sein, HER2, devront pouvoir les reconnaître plus facilement. Et donc, travailler en amont, pendant qu'on est en train de faire des études cliniques, à identifier, grâce à ces données, à fabriquer les premiers algorithmes ou les premières IA qui permettront de faire le diagnostic au moment où la molécule arrivera. Pourquoi on le fait si tôt ? Il y a du risque à le faire, puisque la molécule peut ne pas passer la barrière de la phase 2, puis de la phase 3. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ces algorithmes, si on veut des outils professionnels, il faut qu'ils soient marqués.
et donc il faut qu'il soit validé. Et le temps entre le développement, le marquage de l'algorithme et le fait qu'il puisse arriver comme un device, un outil, un medical device sur le marché, et qu'il soit utilisé, in fine, au moment où la nouvelle thérapeutique arrive, il peut se passer 5 à 10 ans. Alors c'est moins long que le développement d'un produit de santé. Je rejoins les chiffres qui ont été donnés sur le coût de développement et sur les thérapeutiques. Mais ces outils-là aussi ont un coût et ont un temps de développement qui fait que si on veut que la transformation opère quand on arrive sur le marché avec ces nouvelles thérapeutiques, il faut que les outils soient déjà quasiment prêts. Donc on essaye d'être vraiment, de travailler en avance autant que faire se peut. Et donc moi, dans mon travail de tous les jours, on évalue beaucoup de produits pharmaceutiques et on commence à évaluer aussi des solutions technologiques, des IA qui ont été développées, des medical devices qui vont accompagner la solution thérapeutique pour qu'elle puisse être plus facilement administrée ou qu'on puisse plus facilement et plus rapidement diagnostiquer des patients quand surtout il y a une solution thérapeutique qui est là. Donc on essaye d'anticiper le plus possible. Alors chez Roche, c'est les 125 ans de Roche cette année. Moi je suis rentré chez Roche il y a 3 ans. Je ne pensais pas trouver une entreprise si moderne de l'intérieur. C'était une très agréable surprise. Il y a des data scientists partout, presque. Et je trouve que c'est très stimulant parce qu'il y a beaucoup d'idées. On a des belles histoires de thérapeutiques, dans les maladies rares particulièrement, puisqu'on a aussi des belles histoires sur des grandes thérapeutiques. On a une recherche qui est quand même très poussée et très dans le long terme, puisqu'on est sur des pathologies qui sont généralement complexes, dont on ne comprend pas complètement encore la biologie, dont on ne connaît pas exactement tous les déterminants. Donc il y a un certain nombre de paris, évidemment, qui sont faits. Je vais en citer quelques-unes, la myotrophie spinale, la maladie de Duchenne, Huntington, la fibrose pulmonaire idiopathique, la sclérose en plaques, alors, qui n'est pas classée dans les maladies rares, mais qui reste une maladie peu fréquente, avec c'est une maladie modèle assez intéressante, dont je reviendrai un petit peu après. Certains cancers rares, comme certains lymphomes diffus à grandes cellules, par exemple, dans lesquels on a des thérapeutiques. Et donc, à chaque fois sur ces pathologies-là, quand la thérapeutique, par chance, arrive, on a des problématiques de diagnostic et on peut avoir des problématiques de suivi de ces patients. C'est-à-dire continuer à comprendre. Et ça, c'est moi, ce que je trouve assez passionnant dans notre travail tous les jours, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y a une thérapeutique qu'on a tout compris. Il faut continuer. Alors, dans le cancer, c'est un super modèle. Le cancer, c'est de l'innovation permanente. C'est-à-dire le lien entre le soin et la recherche, puisque certains cancers, avec chance, on arrive maintenant à les prendre en charge très tôt et à les guérir, de plus en plus, mais il y en a encore beaucoup sur lesquels il faut continuer à se battre, à comprendre et à avancer sur les traitements et sur la manière dont on va identifier ces cancers. Alors, c'est pour ça qu'on a cette vision, généralement, chez Roche, on se dit, ce n'est pas que le traitement. Alors, Roche, c'est pharma, et c'est aussi le diagnostic. On a une grande activité dans le diagnostic qui a été très active dans le cadre du Covid notamment. Et quand on associe les deux parfois, on se rend compte que alors les recherches ne sont pas toujours synchrones, mais quand on associe les deux, on se rend compte qu'on réussit à proposer des solutions qui permettent d'aller plus vite dans le diagnostic et la thérapeutique. Mais ça ne suffit pas. Je pense que c'est là où on a peut-être des opportunités. C'est quand on sort, on va dire, du métier du diagnostic tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, ou du métier de la pharma tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut regarder dans le parcours de soins. Il faut pouvoir détecter plus vite, il faut pouvoir diagnostiquer différemment, avec plus de précision. Enfin, il faut pouvoir traiter, voire même suivre des thérapeutiques, ce qu'on ne faisait peut-être pas avant sur certaines maladies. Et c'est là où je pense que le digital et l'IA rentrent en ligne de compte. La manière dont on caractérise en fait le continuum qui est entre la recherche et la prise en charge, c'est qu'en fait, ça se base souvent sur les mêmes données. Et ces données, elles sont utiles à tous les stades. Alors, elles n'ont pas la même profondeur en fonction de à quel moment le patient est pris en charge, mais elles sont utiles à tous les stades de la prise en charge. Elles sont utiles pour la prise en charge, pour décider le bon traitement, pour développer des outils, mais elles permettent d'éclairer aussi sur certaines pathologies la compréhension des pourquoi certains patients ne répondent pas bien à un traitement sur lequel normalement il aurait dû répondre. Et on arrive à comprendre parfois où est-ce que sont les prochaines cibles thérapeutiques pour certains cancers, pour certaines pathologies, et c'est extrêmement important de pouvoir avoir ce flux entre les deux. Il y a des pathologies qu'on comprend bien, mais je prends la sclérose en plaques, on va y revenir. L'évolution de la sclérose en plaques, quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui. On sait traiter, on sait ralentir, mais on ne sait pas faire la corrélation entre le ralentissement et l'évolution de ça, parce qu'on ne connaît pas l'histoire naturelle. Donc il faut continuer à comprendre, et c'est là où parfois l'IA, le suivi auprès du patient peut nous aider.
Alors je vous disais tout à l'heure, moi c'est une communauté que j'ai découvert chez Roche quand je suis arrivé. Il y a 850 data scientists dans le monde entier qui travaillent sur toutes les dimensions, que ce soit ce que vous avez cité tout à l'heure, hein, mais pour le positionnement, pour trouver des nouvelles voies, des nouvelles molécules, que ce soit pour les essais cliniques dans lesquels on va intégrer des nouveaux types de données de l'IA, que ce soit pour des outils de diagnostic, que ce soit pour l'évaluation des produits de santé, ou que ce soit pour des outils de suivi. Donc on a vraiment on est obligé, quand on voit la masse d'informations et de connaissances auxquelles on pourrait avoir accès, que ce soit des données patients ou des données pharmaceutiques aujourd'hui, cette masse d'informations, elle est commune à tout le monde et il faut pouvoir la traiter, parce qu'on est vraiment dans des choses extrêmement fines. Et en ça, c'est assez agréable. Alors moi, je vous ai pris 3 exemples assez illustratifs, je trouve, peut-être des maladies rares. Le premier, c'est les essais cliniques. Alors vous savez que dans certains essais cliniques, étant donné la faible population des patients ou le fait de... Vous savez qu'il faut faire un bras comparateur, donc il y a un certain nombre de personnes maintenant, je crois, on est tous experts en France des essais cliniques après la crise du Covid. Il y a des fois, il y a des situations dans lesquelles le bras comparateur n'est pas possible. On ne peut pas le faire pour des raisons soit éthiques, soit de faible nombre de patients, soit du fait que, là par exemple dans cet exemple-là, le bras comparateur aurait été beaucoup plus mortel pour les patients que si on ne l'avait pas fait. Et on le savait a priori depuis la phase 2. Donc ce qu'on fait parfois, et c'est intéressant dans le cas des maladies rares, c'est qu'au lieu de traiter les patients avec un bras comparateur qui serait létal dans ce cas-là, on va traiter les patients et on va faire l'essai clinique et on va regarder dans le système de soins de manière rétrospective et prendre des données pour reconstituer un bras composite qu'on appelle, donc avec des données d'intelligence artificielle pour pouvoir comparer et faire la démonstration en fin de compte sans avoir à mettre des patients dans le bras contrôle. Alors c'est des choses qui se font dans des cas très particuliers dans lesquels effectivement il n'y a pas d'autre solution pour le faire. C'est pas ce qu'on préfère, c'est pas ce que l'évaluateur préfère non plus, mais ça peut nous arriver de le faire et là c'est très intéressant et c'est très intéressant dans le cadre des maladies rares. Dans le cadre du développement, après, quand on va au-delà de l'essai clinique, on a un certain nombre de développements qui se font. Et il y a vraiment des domaines d'application qui sont multiples et on en regarde un certain nombre. On ne peut pas tous les regarder. Et c'est vraiment en fonction de la thérapeutique, on va toujours se poser la question qu'est-ce qui pourra bloquer ou qu'est-ce qui va bloquer dans le système de soins ou dans la compréhension de la maladie qui fera qu'il va falloir qu'on continue à apprendre. Et à ce moment-là, on va essayer de développer de la technologie qui va nous permettre de le faire. On a un certain nombre d'outils, j'ai perdu ma feuille, on a un certain nombre d'outils qui sont en développement, par exemple dans certains cancers du poumon. On a un certain nombre d'outils en développement actuellement pendant les essais cliniques sur certains lymphomes où on va pouvoir analyser dans le sang et trouver des facteurs prédictifs de la réponse ou pas au traitement qu'on est en train de développer. Donc ça, on le fait pendant les essais cliniques. Ça pose toujours des questions parce que ça complexifie aussi les essais cliniques et puis ça peut les ralentir. Donc il y a une vraie question à un moment donné de se dire est-ce qu'on est-ce qu'on fait de la science pour faire de l'IA ou est-ce qu'on fait de la science parce qu'à la fin de l'histoire, il y aura vraiment un changement dans la prise en charge et est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies qui sont peut-être parfois même moins chères pour pouvoir développer des diagnostics performants. On travaille aussi sur des IA dans des fonds d'œil puisqu'on a des traitements en développement dans la DMLA ou d'autres types de pathologies et ça permet encore une fois d'accélérer. Et puis on a des choses beaucoup de choses dans l'imagerie. En fin de compte, dans toutes les maladies dans les neurosciences, on a un certain nombre de pathologies, Alzheimer, Duchenne, j'en ai cité d'autres, la CEP, etc., dans lesquelles on a cette problématique de la lecture de l'imagerie et on voit que ça sert dans 2 dimensions. La première, c'est diagnostiquer plus tôt, détecter plus tôt ceux qui pourraient effectivement profiter des traitements. La deuxième, c'est diagnostiquer tout court et aider les médecins à aller plus vite. Et la troisième, c'est pouvoir évaluer l'évolution de la maladie. Et en fin de compte, on observe des choses dans les essais cliniques. Généralement, les patients sont très caractérisés. On n'aime pas les patients qui ont trop de comorbidités puisqu'on veut que le signal soit assez pur. Le problème, c'est que quand on arrive en vie réelle, il peut y avoir des différences. Et donc la question, c'est comment on comble ces gaps de compréhension. Moi j'ai 2 exemples sur la sclérose en plaques. Le premier, c'est comme je vous l'ai dit, c'est comment on accélère la lecture. Donc là, on a des outils qui sont maintenant assez performants. Alors c'est de la recherche et développement, hein, donc c'est pas encore des choses qui sont sur le marché, mais c'est des choses qui permettent effectivement de caractériser les lésions et de pouvoir comprendre si la personne qui est observée, effectivement, les lésions sont prédictives ou pas de l'état de la pathologie et surtout de la manière dont la personne va pouvoir répondre au traitement. Et puis dans cette maladie qui est toujours, comme je vous le disais,
pas facilement dont on ne comprend pas l'évolution forcément. On a développé des outils qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un outil il y a eu un développement en France, mais on l'a arrêté il y a quelques années. Et cet outil-là, c'est un développement aux États-Unis. Ça devient un outil sur le marché qui va permettre aux patients de faire un certain nombre de tests cognitifs qu'ils feraient normalement avec un clinicien, mais qui vont pouvoir faire ça déportés de l'hôpital, dont les tests ont été validés comme étant, l'outil a été validé comme étant équivalent à ce qui serait fait auprès d'un clinicien, et qui permet de voir l'évolution. Donc c'est un certain nombre de pertes de fonctions cognitives ou un certain nombre de poussées, puisque tu m'as dit qu'il fonctionne par poussée, pour pouvoir permettre aux patients et aux cliniciens de comprendre quel est l'état du patient et l'avancée de sa pathologie. Et d'un point de vue de la recherche, ça aide effectivement à comprendre et à faire des corrélations entre l'évolution, le traitement, le style de vie. Il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de poser des hypothèses. Alors, dans ces outils-là, c'est des outils qui permettent de faire des corrélations. Ce ne sont pas des outils qui permettent de comprendre ce qui se passe, mais après, ça permet de poser des hypothèses et d'aller les vérifier quand on fait de la recherche un peu plus fondamentale. Donc, on fait tout ça pas tout seul, même si on a beaucoup de data scientists en interne. On a beaucoup de partenariats, start-up, académiques, médecins. Moi, c'est un des enjeux que j'ai en France, c'est de pouvoir faire en sorte que des équipes françaises de chercheurs, de médecins, de start-up puissent travailler avec notre groupe. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on a l'impression parfois que les US arrivent plus facilement à faire des partenariats avec les universités qu'en France. Et ça fait partie des choses qu'on essaye d'accélérer parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel en France et beaucoup de savoir-faire. Merci. Merci. Alors merci à vous trois, c'était passionnant. En plus, on a eu 3 domaines différents, qui va du screening moléculaire, du cabinet du médecin généraliste pour une nouvelle base de données, jusqu'au suivi du patient, que ce soit en amont, pendant, après, mieux connaître la maladie. Donc c'était vraiment passionnant. On va vous poser une question avec Olivier. Pour commencer cette table ronde, on a à peu près encore 10 minutes devant nous, même si on peut dépasser un peu. Non. Je crois qu'on a des questions. Voilà. Est-ce que pour vous, l'IA est une source d'amélioration du système de santé dans sa globalité? La question est un peu compliquée. Mais pensez-vous, par rapport aux difficultés... Si on pense le contraire, on est mal parti. Voilà. Donc, la réponse est oui. Par contre, il faut être attentif à quelque chose. L'IA, ce n'est pas un passe-partout qui ouvre toutes les portes. À chaque serrure, son IA. À chaque problématique de santé, son équipe spécialisée, faite de gens qui représentent différentes disciplines et qui vont, pendant un délai plus ou moins long, je vous ai parlé de projets qui pouvaient durer une semaine, mais certains peuvent durer 3 ans, qui vont se mettre ensemble dans le respect de leurs différences à trouver des solutions. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'applications qui marchent. Mais qu'on n'utilise pas, forcément. Il s'agit maintenant de les faire passer, par exemple, dans tous les hôpitaux, ou de les faire passer dans la médecine de ville, ou de la faire passer chez les pharmaciens et autres partenaires de santé. On est en train, pour ces dizaines et dizaines d'applications, de passer du stade non plus de la recherche, mais des preuves de concept, mais des premières applications opérationnelles à un déploiement plus grand. Je voudrais vous donner un exemple très, très précis. Il a été évoqué en particulier. On arrive en filmant un patient dans sa nudité à voir s'il y a des risques de mélanome, c'est-à-dire de graines de beauté qui tournent mal et qui peut se transformer en cancer. Eh bien, un jour, certainement dans les maisons médicales, voire dans les cabinets médicaux, vous aurez une espèce de cabine avec une caméra qui fait 360 degrés le tour de votre corps et qui, en une seconde, va vous dire « oui, j'ai repéré à tel endroit qu'il y a un grain de beauté qui, par rapport à certaines caractéristiques, présente un risque ». Combien de fois est-ce que nous sommes mis nus devant notre médecin généraliste? Jamais. Voilà, je ne dis pas que ça va pousser à la carrière dans ce domaine, mais voilà un domaine qui va permettre d'améliorer évidemment le diagnostic très simplement. Et tous les dentistes aujourd'hui utilisent des panoramiques de l'ensemble de la mâchoire, des mâchoires, et un jour les médecins généralistes auront ce type d'outils dont certains ont été présentés. Et que ce soit porté par une volonté politique.
Oui, par ailleurs. Alors, Oui. moi, je pense qu'il faut, si on prend un step back, il faut se poser la question, c'est est-ce que le numérique, d'une manière générale, est synonyme d'efficience ou d'amélioration de l'efficacité du système de santé dans son ensemble? Alors, je pense qu'on va effectivement... Parce que dans la question, il y a plusieurs questions. Il y a l'IA comme décision médicale, il y a l'IA comme accélérateur de... Voilà, il y a... Enfin, donc, le numérique, je pense que... Il y a une erreur à ne pas faire, c'est de se dire j'investis là, puis j'enlève là, parce que ça va, j'enlève des hommes, entre guillemets, parce que d'un seul coup, on a gagné de l'efficacité. Je pense qu'il faut investir pour plus tard gagner de l'efficacité. Aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, alors ça dépend de quoi on parle, parce qu'en fait, quand vous faites dans de l'imagerie médicale, vous avez l'IA partout. C'est utilisé en pratique courante, etc. Ce dont on parle là, c'est l'application de l'IA dans des sujets de décision médicale, d'accélération, encore des endroits qu'on n'avait pas encore complètement... par exemple, pour faire du recueillage d'images, il y a de l'IA, enfin, il y a de la technologie qui s'y apparente. Et c'est déjà sur le marché. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on est sur la décision médicale. Là, on est sur quelque chose qui est éminemment complexe. Souvent, les gens pensent que parce qu'il y a de l'imagerie et une décision d'imagerie est forcément la seule qu'il faut pour pouvoir prendre un diagnostic de cancer ou d'une pathologie. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc il y aura de l'IA partout, puisqu'il y a de la data partout, parce que ce sont des méthodes, comme il y a eu des statistiques, des mathématiques, qui évoluent d'ailleurs, qui évoluent plutôt assez bien. L'avantage de l'IA, c'est que ça permet de créer des modèles quand on ne sait pas en créer avec les mathématiques. C'est-à-dire, si on ne sait pas modéliser avec les outils mathématiques, qui sont des outils assez durs, qui obligent à comprendre ce qui se passe, à ce moment-là, on peut prendre des cas, on les met dans la machine, et l'IA va créer un modèle qu'on n'est pas capable de créer avec des outils classiques. C'est assez pratique. Mais le sujet, c'est que ça peut avoir des limites. C'est-à-dire que l'IA reproduira ce qu'on lui a donné, voire va même exacerber des choses qu'on lui a données. Donc, ce qui peut poser des questions dans certaines applications, dans les maladies rares, dans lesquelles il y a très peu de cas, et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles vous êtes frottés dans vos projets ou dans d'autres projets dont j'ai entendu juste avant, c'est, par définition, on cherche quelque chose de rare, qui n'est pas représenté dans tous les cas qu'on va mettre dans la machine. Donc il y a une question de travail, de savoir quelle base de données on va utiliser, est-ce qu'on ne va pas induire des biais. C'est comme l'exemple de la voiture autonome. La voiture s'en comportera bien jusqu'au moment où elle rencontrera une situation qu'on lui a jamais apprise, en fait. La grande différence entre une voiture et un homme, c'est qu'un homme sait réagir dans cette situation, et une voiture, un coup sur deux, réagira mal. Donc c'est là où la question de l'application de l'IA se posera et jusqu'à où on veut aller. Et j'avais une question par rapport à une IA. Oui. On sait que les diagnostics sont faits, on va dire en grosso modo dans la moitié des cas, l'apparition de la maladie arrive pendant l'enfance. Oui. Et vous parlez du récit du patient. Oui. Aux urgences pédiatriques, l'inquiétude de la mère est scorée. Ça fait partie du score, c'est-à-dire que si la mère est très inquiète et si elle n'a pas les mots, il considère qu'il y a ça fait partie d'une urgence. Voilà. Comment vous avez abordé ça dans UNIR? Comment diagnostiquer en pédiatrie? Donc, on a peu de pédiatres maintenant en France. Voilà. Comment vous avez abordé ce sujet-là par rapport à ce que va dire la maman au médecin, qui peut ne voir que l'enfant, il y a des trucs bizarres. On rencontre. C'est des mots qu'on rencontre nous au niveau associatif. Il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc bizarre. Mais elle n'a pas forcément les mots. Alors d'abord, le bizarre, c'est qu'il y a quelque chose à gratter. Donc c'est là où le style d'outil prédiagnostic apporte de la valeur. Et c'est là où on le met dans les mains d'abord du pédiatre, et pas directement du patient. Et notre outil n'est pas du tout scoré sur les émotions. Il part uniquement, il repose 100% sur les symptômes. Donc ça va être le rôle du pédiatre, dans l'exemple que vous avez donné, de mettre des mots sur chacun des symptômes, pas par la voix de l'enfant si elle est très jeune, par la voix de la maman, et quels ont été les symptômes observés. Et est-ce que quand il y a des réponses, ça régénère, vous l'avez dit, ça régénère des questions? Voilà, et naturellement, surtout pour des maladies rares où les premiers diagnostics sont venus 3-4 ans auparavant, on oublie de les mentionner. Et c'est là où la valeur ajoutée de l'outil, c'est qu'il va poser des questions. Est-ce que vous ne l'avez pas dit dans le premier écran où vous avez complété vos symptômes, mais là, est-ce que vous présentez tel symptôme? Dites oui si c'est vrai, non si c'est pas vrai. Et grâce à ça, ça va permettre de confirmer des hypothèses.
et d'en imaginer d'autres qui ne seraient pas remontés autrement, justement. Et là, on veut dire que c'est un outil qui... Et c'est pour ça que moi, l'IA, j'aime bien parler d'intelligence augmentée. Voilà. Aujourd'hui, dans plein d'expertises, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et pour moi, l'IA est un outil formidable qui vient aider l'expert, peu importe son travail d'ailleurs, la médecine, mais dans plein d'autres métiers, pour l'améliorer dans son travail du quotidien et sur des choses qu'il n'aurait pas pu faire tout seul. Oui. Ici, ça vient envisager des diagnostics de maladies rares. Et donc c'est pour ça que j'aime bien le mot artificiel, ça peut faire très peur. J'aime bien parler d'intelligence augmentée, qui est beaucoup plus positif et qui vient l'homme, oui, la machine se fera bien mieux pour lire est-ce que tel grain de beauté est cancéreux, oui ou non. Et ça, c'est répétitif. La machine le fera bien mieux. Ça sert à rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que l'homme vienne faire ça. Par contre, dans tout ce qui n'est pas répétitif, c'est là où l'homme a une valeur ajoutée et ça permettra de faire avancer la science d'étape en étape, selon moi. Mais l'homme a une valeur ajoutée quand c'est une machine pour un grain de beauté, quand il y a un problème. Dans l'humain, dans la communication, l'annonce, le parcours de soins. De remettre aussi ce rôle-là, ce temps-là, qu'on perd parfois à cause des problèmes. Aujourd'hui, on arrive à avoir des IA qui, pour une tâche donnée, avec les mêmes types de données en entrée, on arrive à les entraîner par ce mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, assez bien. C'est vrai qu'on arrive à voir des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire du fond d'œil qui est, je trouve, assez rigolote. Les IA arrivent, dans 98% des cas, à détecter le sexe d'une personne en regardant le fond d'œil. Ça n'a aucune espèce d'intérêt sur le plan clinique, pratique, puisque un homme est capable de le faire, sauf qu'en fait, un ophtalmologue durement entraîné ne sait pas du tout comment elle fait. Ce qui est assez étonnant comme situation. Et en fait, on arrive bien, donc on peut arriver à utiliser la machine en la surentraînant, en lui disant la réponse, in fine, elle va être très performante sur c'est des choses très petites avec les mêmes données. La difficulté, je trouve, d'unir, et c'est là où c'est joli, c'est qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez encore plus loin quand vous parlez des contextes émotionnels qui viendraient draper, en fin de compte, la situation. Donc ça, c'est plutôt le troisième sens de la mer. Mais même si on part sur les symptômes, par définition, il y a possiblement 6000 maladies rares. On sait que les symptômes sont très peu caractéristiques et sont rarement caractéristiques d'une pathologie. Et donc, les mélanges sont possibles. Donc là, je trouve que le projet est encore plus complexe, quelque part, de par la variété des interprétations, les biais qu'il peut y avoir, justement. Et puis, il n'y a pas tant de cas, enfin, que ça pour apprendre à la machine. Donc, ça se passe sur un système qui est complètement différent. Mais je trouve que c'est joli. Alors après, il y a toute la question 80%. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? Est-ce que c'est un projet industriel ou pas, etc., qui pose d'autres questions. On n'imagine pas un système d'aide-diagnostic qui soit à moins de 95% de taux de performance. C'est impossible. Donc là, on a un système d'aide à la question, en fin de compte. C'est une aide à la question plus qu'un système de diagnostic. Mais je trouve que c'est une belle expérience. Bien. On a parlé tout à l'heure, avec Nisrine, de confiance des patients pour partager les données. Je pense qu'on peut également parler ici de confiance envers ces technologies des professionnels de santé pour avoir une meilleure acceptation, aborder cette multidisciplinarité en fait, qui est nécessaire, et effectivement avoir les facteurs humains de notre côté pour pouvoir déployer et utiliser et garder du temps ou redonner du temps aux acteurs de santé pour faire leur travail. C'est toute la question, je trouve, de s'assurer que la solution n'enlève pas plus de temps qu'elle n'en fait gagner. Ça se mesure, en fait. Oui. Et j'ai vu rarement des papiers qui allaient jusque-là. Pour le moment, on est beaucoup sur la performance de l'outil encore. Voilà. Et ce temps-là, quand on voit les tensions dans les centres hospitaliers, quand on voit les tensions dans nos centres de référence, la masse de travail et des fois l'attente quand on est orienté dans un centre de référence et on doit attendre pour être pris en charge, c'est pour moi une bonne question. C'est-à-dire que ça ne doit pas non plus, finalement, ce qui doit améliorer et accélérer, si à un moment ça se bouscule à la porte d'entrée, on ne sera pas pris en charge. Avec des gens qui n'auront pas de maladie rare, mais dont oui, effectivement, il faut s'assurer qu'il y ait des filtres après dans le système de soins. Tout à fait. C'est là où je rejoins Rémi sur... Justement, il ne faut pas penser que le numérique va remplacer les humains. Il faut investir que sur ça. Parce qu'en fait, justement, très bien dit Vincent, mais en fait, il faut des humains pour adopter ces technologies-là, pour les construire et se dire, je vais peut-être les utiliser. Exactement. Donc, il en faut, et il faut les former à savoir quand est-ce que je l'utilise, quand est-ce que je l'utilise pas, parce que à la fin, c'est lui le décisionnaire, le professionnel de santé. Exactement. Bon. Merci à toutes et tous. Il est l'heure maintenant de clôturer cette table ronde numéro 9. On vous remercie effectivement tous les 4. On remercie les 3 intervenants précédents. Pour ceux qui nous suivent en ligne, restez en ligne puisque les 3 présidents
des Rencontres Rares 2021, après un court jingle, vont nous rejoindre pour clôturer ces Rencontres Rares. Merci à toutes et tous. Merci. Merci.